Le Weekly Shonen Jump regorge de séries phares qui ont su façonner sa légende, de Neketsu vibrant au sport galvanisant, en passant par des comédies hilarantes ou encore ses romances à l'eau de rose. C'est dans ce nouvel épisode de Marathon Shonen Jump que nous allons encore mettre en lumière quelques mangas de ce magazine emblématique. Salut à tous, c'est Otakult, j'espère que vous allez bien les refs. On se retrouve donc pour le troisième épisode de Marathon Shonen Jump, dans lequel je vous donnerai mon avis sur 3 séries du magazine. Comme d'habitude, avant de commencer, je vous invite à me retrouver sur mes réseaux sociaux et surtout à me follow sur Twitch et la chaîne secondaire pour avoir accès aux rediffs plus simplement. Pensez aussi à vous abonner, c'est vrai que je le dis pas souvent. Avant que la vidéo commence et qu'on ne rentre dans le vif du sujet, je vous partage une dernière fois le lien pour aller voter et participer pour le grand sondage de popularité des mangas du Jump, la deuxième édition. Je vous mets le lien en description une dernière fois, je clôturerai les votes dans quelques jours, voilà, et on reviendra sur les résultats dans la prochaine vidéo du coup. Bref, pour cette vidéo, nous allons aborder 3 mangas assez différents, d'une récente nouveauté qui a fait débat à une série à la survie énigmatique, en passant par un classique absolu et déjà culte du magazine. Je pense qu'il y en aura encore pour tous les goûts. Nous allons dans un premier temps commencer par aborder le cas assez mystérieux de Dead Unluck. Undead Unluck est un manga signé Yoshifumi Tozuka lancé en 2020 dans le Jump. Depuis, 20 volumes sont parus au Japon, on a aussi déjà la cover du tome 21, tandis qu'en France, le manga est disponible chez les éditions Kana. Un animé réalisé par le studio David Production a également vu le jour en 2023, c'est disponible sur la plateforme Disney+. Undy, un négateur doté de la capacité Undead, cherche depuis longtemps une personne pouvant lui offrir une vraie mort. Fuko Izumo s'est éloigné des autres de peur d'apporter le malheur à quiconque la touche en raison de sa capacité Unluck. Alors que Fuko envisage de mettre fin à ses jours, une rencontre inattendue avec Andy lui fait voir les choses sous un nouveau jour. Tous deux décident de rejoindre l'Union, une organisation qui a pour but de contrôler le monde et de le protéger des phénomènes inexpliqués. Aux côtés de leurs nouveaux alliés et armés de leur pouvoir, Fuko et Andy se lancent dans des quêtes difficiles. Et malgré leurs divergences d'opinion et face à des ennemis puissants, ils explorent les mystères du monde tout en cherchant la plus belle des morts qui soient. Alors avant de vous donner mon avis sur l'œuvre, il est important de revenir sur le contexte dans lequel Undead Unluck a été lancé dans le Shonen Jump, puisque vous allez voir que mon avis reste relativement lié à cela. Tout d'abord, l'année 2020 aura inévitablement marqué son empreinte au fer rouge dans l'histoire du Jump. Des mastodons comme Demon Slayer, The Promised Neverland, IQ prendront bientôt fin, des nouveautés comme Samurai 8, Mitama Security, Spirit Busters, A Gravity Boys ou encore Zipman ne trouveront jamais leur public, tandis que d'autres succès dans leur genre comme We Never Learn se trouvaient déjà dans leur arc final. Ajoutez à cela un drama qui causera la fin d'Actage puis le transfert de Chainsaw Man, et vous avez alors une nouveauté comme Undead Unluck s'offrant une voie royale vers une potentielle place dans le grand Shonen Jump. Mais malgré tout ça, nos annulateurs ne trouveront jamais vraiment leur public, ou du moins le grand public, contrairement aux attentes placées en lui. Mais quelle en est la cause ? J'ai volontairement omis un élément important concernant son contexte de lancement, puisqu'à la base, les éditeurs du Jump voyaient en Undead Unluck un potentiel successeur à Yuna de la pension Yuragi, jusqu'ici le Eishi attitré du magazine qui avait tout de même connu son modeste petit succès. J'en viens donc à ce qui lie le contexte de ses débuts au début même du manga. Undead Unluck a effectué ses débuts dans le Jump en tant que Eishi, c'est autour de ce genre que la promo et la communication du manga s'est faite, ce qui explique aussi pourquoi il y a tant de scènes au fanservice très doutées au début de l'histoire. Si encore ce n'était que ça le problème, cela ne m'aurait personnellement pas dérangé plus que ça, mais il s'agit ici de scènes très controversées et qui ont essuyé pas mal de polémiques. Comme raconté dans le résumé un peu plus tôt, le héros Andy est immortel, il cherche une façon de mourir et lorsqu'il rencontre Fuko, une jeune fille qui attire la malchance, un simple contact avec elle lui fait frôler la mort. Il va donc décider de se servir de son pouvoir pour arriver à ses fins et ce, par tous les moyens possibles, même les plus malsains. S'ensuit alors quelques scènes vraiment écœurantes à base d'agressions sexuelles et d'autres actes non consentis par la jeune fille. Regarde, une femme dans une voiture. On peut suivre elle et peut-être faire sexe avec elle. Non. On peut la chasse. Non. Pourquoi? Parce que les femmes ont le droit de choisir avec qui elles ont des rapports. Quoi? Le premier color spread de la série nous donnait d'ailleurs déjà le ton. Ainsi, si on partait de base avec une idée et un concept original, l'introduction est très maladroite pour ne pas dire catastrophique et ce durant au moins un tome et plus, ce qui est déjà énorme car le développement de 2 personnages principaux partira tout de même de cette base. Il s'agit de la première impression des lecteurs et personnellement, je n'ai jamais réussi à me détacher certaines images et certains de leurs actes de la tête. Et c'est principalement ici que je regrette vraiment que Undead Unluck nous ait proposé un tel début chaotique puisque l'auteur a tout de même su rebondir avec de vraies idées par la suite. Le manga regorge malgré tout de très grande qualité comme un univers original avec un énorme lore, ses mystères, ses propres codes et surtout son propre système de pouvoir défini sur des règles très précises. La suite est donc bien plus intéressante avec des qualités indiscutables et je comprends que certains fans aient pu voir le jour, même si malheureusement pour moi et pour beaucoup,
Malgré cette tournure bien plus honorable, je n'arrive toujours pas à me défaire de ce début abominable. Et encore ça c'est le cas où tu n'as pas déjà drop le manga dès le premier chapitre, ou à la rigueur le premier tome, tant certaines scènes sont indiscutablement problématiques. En parallèle, les combats sont aussi une autre force du manga et je trouve que l'auteur maîtrise plutôt bien son système de pouvoir, c'est original, c'est crédible, et il peut se permettre de redéfinir les règles de son univers d'un arc à l'autre, ce qui permet également à la série de pouvoir constamment rebondir, divertir et tenir en haleine ses lecteurs. En ce qui concerne les dessins, je n'ai pas d'attache particulière pour l'art style de Tozuka, mais disons qu'il y a eu du progrès, on sent l'inspiration du style d'Akira Toriyama, mais ça malheureusement ce n'est pas donné à tout le monde. Pour conclure et résumer simplement ce que je pense d'Undead Unluck, je dirais qu'il s'agit d'un véritable gâchis du Jump, dont les débuts ont été très mal gérés, et on peut dire qu'il en a payé le prix cher car même avec un anime de bonne qualité à ce qui paraît, le manga n'a jamais su trouver son succès, parce qu'au niveau des ventes c'est assez ridicule pour un manga dans le genre action de plus de 20 tomes du Shonen Jump, on parle d'environ 30 000 exemplaires vendus en 4 semaines, c'est vraiment que dalle, c'est même catastrophique on va dire les termes. Donc sans un contexte aussi favorable que j'ai cité plus tôt, et une plus grande sévérité des éditeurs qui sont pourtant réputés pour ça, Undead Unluck est une série qui n'aurait probablement jamais dépassé les 3 tomes. Ceci dit, c'est un mal pour un bien car cela reste un bon exemple que le temps permet aux auteurs de pouvoir rebondir et travailler le développement de leurs œuvres sur le long terme. Après, je n'irai pas jusqu'à vous recommander le manga car il m'a plus marqué pour ses controverses qu'autre chose, mais son cas est intéressant à suivre, donc si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Et en parlant de polémique, je pense qu'on tient la transition parfaite pour aborder le cas de Kagurabashi. Alors ici, il ne sera pas question de revenir sur le contexte de son lancement entre buzz et bad buzz, c'est même et l'énorme visibilité qu'il s'est faite sur les réseaux à travers tout ça. Je vous conseille d'aller plutôt checker ma vidéo sur l'état du Jump pour ça, et j'avais analysé tout ça en long et en large, donc je vous mettrai le timecode en description. Depuis, vous pouvez simplement souligner que malgré des classements très mauvais dans le Jump, les ventes du manga se sont montrées quant à elles plus qu'encourageantes, avec notamment plus de 22 000 exemplaires vendus en 2 semaines, c'est notamment quasiment autant qu'Undead Unluck déjà. Sa survie est donc d'ores et déjà assurée, surtout qu'une réimpression de son premier tome a été faite depuis par la Shueisha. Bref, voilà pour le retour au niveau réception et son accueil reçu au Japon, mais il est maintenant temps de vous parler de l'œuvre en elle-même. Kagurabashi est un manga écrit et dessiné par le jeune Takeru Okazono, lancé en 2023 en fin d'année dans le magazine, alors qu'un seul tome est paru au Japon. Le manga a déjà connu des adaptations animées, séries live et un jeu vidéo est déjà en cours de production. La vie de ma mère c'est vrai, tu me crois pas? Ben me crois pas. Ça va, je rigole. Sur ce, de quoi ça cause? Le jeune Chihiro passe ses journées à s'entraîner auprès de son célèbre père, un forgeron renommé, afin de devenir aussi talentueux que lui. Tous deux pensaient que ces jours entre pères et fils perdureraient, jusqu'à ce que la tragédie les frappe lors d'une sombre journée teintée de sang. Depuis, Chihiro et sa lame ne vivent plus que pour la vengeance. Après avoir été rassuré par des ventes à la hauteur des attentes malgré des débuts plus que compliqués dans les bas-fonds du sommaire du Shonen Jump, je pense qu'il n'y a pas de timing plus idéal pour donner enfin une chance à Kagurabashi. Ayant personnellement pris l'habitude de me faire traumatiser par l'impitoyabilité de la Shueisha qui a tendance à annuler des nouveautés pourtant très prometteuses comme Phantom Seer, Ayashimon, Time Paradox Ghostwriter, la liste serait beaucoup trop longue et mériterait une vidéo spécialement dédiée au sujet, mais mon plus gros crève-cœur restera à jamais le sublime Stell Symphony. Et même si je m'y suis intéressé de loin car son cas unique était intéressant à observer avec une grande attention, j'ai donc pris le temps d'attendre quelques petites semaines que l'avenir de Kagurabashi soit plutôt safe pour m'intéresser à la série pour ce qu'elle nous propose en elle-même cette fois-ci. Mais entre une part de fanatisme extrême sur les réseaux et d'une hype aussi précoce qu'exagérée, son lot de trolls et d'avis très extrémistes en général, que vaut vraiment Kagurabashi ? J'ai toujours pensé qu'il n'y aurait pas d'entre-deux concernant cette série, soit on l'adule, soit on la déteste et ça devient ainsi une cible facile à vanner sur les réseaux, sauf qu'après l'avoir lu, j'en pense maintenant tout le contraire. Kagurabashi nous propose pour le moment une lecture assez sympathique, sans réel grand plus, ni gros défauts qui pourraient en freiner plus d'un. Sur les 20 chapitres que j'ai lus, j'estime que l'on se trouve sur le début d'un Neketsu, tout ce qu'il y a de plus classique, mais cela ne nous empêche pas d'y entrevoir un certain potentiel, et même s'il est difficile de se faire un avis tranché, je vais quand même essayer de développer mes propos. Bon, on va passer outre les clichés à base de héros réservés au lourd passé, un peu tourmentés par une histoire de vengeance, dans un cadre urbain semi-réaliste avec des lames pourvues de différents pouvoirs. Si on s'arrêtait là, ça nous rappellerait déjà bon nombre de mangas connus du genre. Ceci dit, Kagurabashi a le mérite d'essayer de proposer des idées liées autour de ces lames. L'auteur commence petit à petit à créer un lore autour de ces sabres, qui ont chacun une réelle histoire. Les armes deviennent ainsi une extension de leurs utilisateurs, pour le moment essentiellement au niveau des styles de combat, et surtout des dessins, de l'objectif de son possesseur. Mais qui sait ce que pourra développer Takeru Okazono dans le futur? Il en va de même pour les personnages, bien que je trouve la plupart assez plats, pour ne pas dire fades en ce qui concerne le héros. Le simple fait que le manga se soit assuré un démarrage plus que correct nous rassure donc en parallèle sur la suite de la série, et sa marge de progression dans son contenu. S'il y a déjà de l'idée autour des lames, des différentes techniques de combat et j'en passe, on peut tout aussi bien se dire que les personnages seront sûrement un peu plus développés sur le long terme. En revanche, si on devait juger ce premier arc et sa conclusion, on sent clairement la volonté de l'auteur de nous montrer beaucoup de choses d'un coup afin que les lecteurs et la rédaction du Jump puissent se projeter sur la suite de la série. C'est aussi la recette Made in Jump qui veut ça,
par crainte d'une annulation, il faut en montrer beaucoup, et ce, rapidement, et parfois même un peu trop. C'est un peu le ressenti que j'ai eu avec Kagurabashi, comme bien d'autres séries avant elle. Ainsi, certaines idées sont un peu trop rushées et j'ai parfois eu l'impression que l'auteur se compliquait la vie pour pas grand chose. Je fais ici référence aux explications concernant les différentes techniques de combat liées au sabre. On a beaucoup d'informations et de noms différents, ce qui rend l'immersion de ce nouvel univers un peu indigeste. On en revient donc au premier point abordé puisqu'on peut se douter que l'auteur reviendra certainement sur certains éléments en prenant cette fois-ci davantage son temps, car il peut maintenant davantage se le permettre. Et dernière chose concernant cette facette un peu rushée de ses débuts, cela s'explique aussi par le fait que chacune des séries du Jump, du moins des nouveautés, est certes pensée pour le long terme, mais dans un premier temps, elles doivent proposer un premier arc suffisamment convaincant pour captiver l'attention des lecteurs. Par exemple, si le manga n'avait pas reçu une bonne réception, je peux vous assurer que le personnage de Suju aurait fait office d'antagoniste principal et de boss final. Ce qui explique aussi pourquoi le personnage est plutôt marquant et assez abouti, que ce soit dans sa personnalité ou son chara-design, c'est clairement l'acteur, le personnage qui ressort le plus de ses premiers tomes. Puis une fois un petit succès et une survie garantie, on pense à l'après, puis on met de côté un tel personnage afin de préparer un nouvel arc, pour ainsi nous faire comprendre que tout ce que l'on avait lu jusqu'à présent n'était qu'en réalité un simple apéritif et que les choses sérieuses allaient enfin pouvoir commencer. Ce qui renforce une fois de plus ce sentiment d'introduction de l'œuvre, on pose les bases pour mieux les développer dans le futur. Pour conclure, je dirais que j'ai passé un moment plutôt agréable en lisant Kagurabashi. Je n'en ressors ni marqué ni déçu, mais le gros potentiel de l'œuvre me donne envie de rester dans le train encore un peu. Côté dessin, c'est assez particulier, je trouve Takeru Okazono très fort en termes d'illustration sur ses pages couleurs, mais pour ce qui est de son style pur, c'est un mix entre le côté bestial d'un Chainsaw Man et le côté un peu gras d'un Jujutsu Kaisen. Ceci dit, il y a encore du progrès à faire dans les chara-design que je juge trop génériques dans leur globalité. Sans parler de l'influence évidente d'un Demon Slayer, comme quoi il inspire déjà les nouvelles générations et je pense qu'on ne le remarquera bien plus au fil des années. Donc pour résumer, je trouve les dessins très corrects, il y a beaucoup de doubles planches où l'on sent pleinement le plaisir que prend l'auteur sur sa série. Il y a également un réel effort de fait dans le travail des décors, ce qui renforce encore une fois cette ambiance très urbaine, très nocturne que je citais plus tôt. Alors si j'estime qu'il est encore peut-être un peu tôt pour vous dire si je vous recommande ou non de lire Kagurabashi, c'est en revanche bel et bien le moment de donner une chance au manga afin de vous faire votre propre avis. Et enfin, pour conclure cet épisode, vous avez maintenant l'habitude que je vous réserve le meilleur pour la fin. Il est donc temps de mettre en lumière le grand, que dis-je, l'immense Gintama. Un manga signé Hideaki Sorachi lancé en 2004 dans le Shonen Jump et qui aura pris fin en 2019 dans le Jump Giga pour être précis. Les 77 tomes de la série sont disponibles en France chez les éditions Kana. Et encore une fois, je vous épargne ces nombreuses adaptations car comme tout gros carton du Jump qui se respecte, il a vraiment eu droit à tout. Je me permets donc déjà de vous recommander l'anime qui est peut-être même supérieur au manga que je vais principalement aborder aujourd'hui. L'histoire débute au moment où la Terre se fait envahir par des extraterrestres appelés Amonto. Ces derniers, technologiquement très avancés, vont imposer leurs lois. Tout samouraï devra se défaire de son sabre. C'en est fini de la voie du Bushido. C'est dans cette période de trouble que Gintoki Sakata, jeune homme qui ne quitte pas son sabre de bois, décide de s'établir en tant que samouraï freelance. Il offrira ses services pour n'importe quel petit boulot pour lequel on voudra bien le payer. Il sera rejoint plus tard par ses amis Shinpachi et Kagura. Alors je n'ai pas encore terminé le manga pour commencer, au moment où cette vidéo sort je n'ai lu qu'une vingtaine de tomes, mais j'ai déjà tant de choses à dire sur cette œuvre exceptionnelle. Mais pour commencer, j'aimerais revenir sur l'origine de ma découverte de Gintama, car j'estime qu'il est primordial de recommander une série non seulement aussi longue, mais surtout aussi atypique que Gintama sous le bon angle, car personnellement, j'ai dû m'y reprendre à 2 fois pour enfin accrocher. Pourtant, ce n'est à aucun moment la qualité du manga qu'il faut remettre en cause ici, mais simplement la façon dont certains fans me l'avaient vendu, malgré leurs bonnes intentions évidemment. Pour mieux comprendre mes propos, on va s'intéresser aux différentes thématiques abordées dans la série, et tout simplement mettre en avant le type de manga qu'est Gintama. Il s'agit d'un parfait cocktail mélangeant plusieurs ingrédients qu'on aurait a priori du mal à voir ensemble avec un peu de recul, un recul qui a pourtant su avoir Hideaki Sorachi pour nous pondre l'un des shonen neketsu les plus originales et authentiques qu'il soit. Tout d'abord, l'une des grandes forces de Gintama est son ton parodique du genre neketsu, parfaitement dosé. On ne tombe pas dans la facilité d'un humour trop simpliste à base de références en tout genre à telle ou telle série, car le manga se démarque également pour son humour qui lui est propre. Il s'agit d'un manga qui est avant tout très référencé par la pop culture au sens large, et on pourrait même y voir sous différents degrés une autre lecture de l'histoire du Japon de l'ère Meiji. Un contexte se situant après l'ère Edo, lorsque le Japon commençait à s'ouvrir peu à peu vers l'extérieur, à ouvrir ses frontières, tout ça. Gintama est donc le mélange parfait alliant à la fois un Japon très traditionnel et culturel, de la science-fiction, beaucoup d'action et surtout un humour vraiment insaisissable. Et j'en viens donc aux fameuses questions que vous vous posez certainement, pourquoi n'ai-je pas accroché directement et de quelle façon me l'avait-on recommandé ? Et bien justement, il y a quelques années, une grosse partie des fans m'avait conseillé le manga en insistant sur le fait qu'il fallait attendre une 50aine d'épisodes pour l'arrivée des arcs plus sérieux avec de réels enjeux, en gros pour que le manga commence réellement à être bien. J'avais donc commencé l'animé avec cette idée là en tête, puis j'ai fini par perdre patience car une 50aine d'épisodes, c'est assez long et j'avais d'autres priorités. Ceci dit, je n'excluais pas l'idée de reprendre la série plus tard, et c'est seulement après quelques années que le déclic viendra. J'en viens donc au propos principal de cette vidéo, n'attendez absolument rien des arcs soi-disant sérieux de Gintama que l'on vend constamment sur les réseaux.
Oui, ils sont absolument incroyables, on est bien d'accord, mais j'entends par là que la grande force de Gintama réside avant tout dans son côté tranche de vie. Tous les épisodes des chapitres racontant des petites histoires sur le quotidien de chacun des protagonistes et même chacun des personnages secondaires servent leur développement. On apprend à les connaître, on nous laisse le temps de nous attacher à eux, de comprendre leur personnalité, les différents enjeux de chacun, et cela nous permet accessoirement de voir évoluer leurs propres relations. Gintama nous propose ainsi une panoplie merveilleuse de petites histoires éparpillées ici et là, toujours sous un ton humoristique mais avec souvent une vraie morale qui en découle. C'est ainsi que les arcs plus sérieux se retrouvent sublimés, car on prend le temps de développer chaque petit détail, chaque personnage apporte une pierre à un édifice bien installé. Pour aller plus loin et que vous compreniez encore mieux, je ressens vraiment une vibe similaire aux Simpsons ou encore à South Park en lisant et regardant Gintama. Adorant ces deux monuments de la pop culture, je m'y retrouve pleinement car la ville d'Edo devient un personnage à part entière, totalement à l'image d'une ville comme Springfield qui prend également le temps de se dévoiler peu à peu au fil des épisodes, où l'on suit le quotidien de ses habitants. Ajoutez à cela le ton comique, certes différent, mais qui ne peut m'empêcher de me faire ressentir cette vibe. Bref, vous l'avez compris, c'est un vrai bijou, c'est brillant en tout point et je n'ai même pas encore appuyé la qualité des personnages principaux, un trio solide et complémentaire, que ce soit Gintoki que l'on ne présente plus, et qui me laisse encore entrevoir un plein potentiel avec son passé mystérieux, Jinpachi le crack dont j'ignore toujours s'il s'agit d'un génie ou bien tout simplement d'un gros débile, ou bien Kakura, la petite reine, la petite peste qu'on apprend à aimer et qui se montre rapidement attachante. Je les adore et forcément ça facilite grandement mon appréciation de ce côté slice of life de la série. Gintama est donc un véritable ovni dans le sillage du Shonen Jump et même du manga d'un point de vue général. Cette œuvre sait non seulement nous faire exploser de rire à travers des gags toujours plus recherchés et tordus les uns que les autres, mais elle sait aussi nous émouvoir quand il le faut. Mention spéciale au tome 19 centré sur le Shinsengumi, les vrais sauront de quoi je parle mais c'était grandiose. Et ça encore une fois c'est dû au fait qu'on a ce côté tranche de vie où les personnages sont ultra développés. Malgré tout, il y a un seul bémol à noter de mon côté, le manga peut parfois paraître assez fastidieux à lire car non seulement il compte 77 tomes, mais surtout il y a beaucoup de dialogues parfois et surtout beaucoup de bulles. Certaines planches gagneraient à être un peu plus épurées mais il faut seulement s'adapter, ce n'est pas dérangeant en soi une fois qu'on a l'habitude. Ceci dit, je comprends que l'on puisse préférer l'anime ne serait-ce que pour le jeu des seiyuu et les OST qui apportent une dimension encore plus grande au gag de l'auteur. Vous l'avez donc compris, je ne peux que vous recommander de vous plonger dans ce formidable univers. Vous y retrouverez non seulement des personnages emblématiques, mais surtout votre compte. Foncez et continuez de parler de Gintama, l'œuvre le mérite réellement et elle fait déjà partie de mes séries favorites. Forcément, j'ai beaucoup appuyé sur l'aspect comique parce que pour moi c'est son plus gros point fort, mais pour moi Gintama n'a vraiment rien à envier au Naruto, My Hero Academia, enfin bref, les gros neketsu du Jump, vous l'avez compris. Bref, on arrive à la fin de ce troisième épisode de Marathon Shonen Jump. Comme d'habitude, vous pouvez toujours me recommander des mangas à aborder pour les prochains dans les commentaires, en espérant que la vidéo vous ait plu. Sur ce, merci de l'avoir suivi. Vous pouvez aussi retrouver mes réseaux sociaux en description. Pensez aux petits likes et aux commentaires pour le référencement. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous et surtout, on se reverra.